ce destin du peuple juif, c'est pas seulement des résidents de l'État d'Israël, c'est pas seulement des combattants. Les combattants font ça au nom de toute la nation juive, au nom de l'ensemble du peuple d'Israël. Il y a un devoir sacré pour Tsahal d'être le premier pour pouvoir annoncer aux familles que leur cher proche a été victime, que ce soit du combat ou des attaques. Et tout de suite, comme nous vous l'avions annoncé, nous allons retrouver le Rav Avraham Drey. Vous le connaissez bien si vous suivez Studio Kalita. Il est directeur du Mizrahi France, mais il est aussi, comme vous allez le voir sur l'image, commandant de réserve au sein du grand rabbinat de l'armée d'Israël. Il est mobilisé dans l'unité des hôpitaux militaires. On est ravis de l'accueillir. Rav Avraham Drey, bonjour et bienvenue. Shalom, shalom Cathy, shalom à tous. Alors, une mobilisation pas toujours simple, votre travail n'est pas évident. On voulait bien sûr comprendre quel est le rôle aujourd'hui d'un rabbin militaire et surtout au sein des hôpitaux comme vous êtes en mission actuellement. De manière générale, le rabbanout hatzvaït, le rabbinat de Tzahal, je suppose que de nombreux parmi nos auditeurs ont été informés de l'importance primordiale lors des jours qui ont suivi l'attaque barbare du 7 octobre. Dans l'effort de guerre, il y a une nécessité primordiale de pouvoir établir l'identité des victimes. C'est vrai pour les victimes civiles, mais c'est encore plus pertinent en ce qui concerne la responsabilité de Tsahal. Vous savez que pendant des dizaines de jours, on était constamment, il y avait un nombre fluctuant entre ceux qui étaient établis, fixés comme khatoufim, comme otages, ceux qui étaient disparus et ceux qui étaient des victimes. Vous pouvez vous imaginer, c'est juste encore jusqu'à hier, avant-hier, des victimes du 7 octobre, c'est plus d'un mois, qui ont été en fait, qui étaient encore sous le statut de présumés otages, ont été donc, une fois le travail de la Rabbanout hatzvaït et la mission remplie, ont pu être portés comme définitivement identifiés. Et par conséquent, ça permet de préciser le plus possible l'effort qu'on doit faire face à la libération des otages, mais également la mission extrême au niveau de la Torah, au niveau de la nation juive, de pouvoir véritablement procéder à un Kever Israël, à ensevelir les victimes, les Kedoshim, comme ça ils doivent s'appeler, victimes de cette barbarie et du combat. Alors, lorsque vous dites identifier les victimes, ça veut dire quoi pour vous concrètement? En action, ça veut dire quoi? Ce que je fais ici, à l'hôpital Asuta, à Ashdod, n'est pas directement, on va dire, le mode de ce que fait la rabbanout, la façon de procéder que fait la rabbanout hatzvaït quand il s'agit du terrain de combat. Et il y a différents moyens. Je pense que je ne peux pas faire un long exposé, on va essayer d'être concis et clair, j'espère être clair. Il y a différents moyens qui permettent de libérer l'annonce, l'information et de pouvoir envoyer ces fameuses Chuliot Modin. On a parlé constamment, on en parle, de cette fameuse Nekisha la Delet. Ouais, les officiers de Tsahal qui viennent annoncer malheureusement aux familles la tragique disparition des proches. Oui. Je veux exprimer que c'est tellement sain aux yeux du picou de Tsahal qu'il y a une peur. Aujourd'hui, on a des images directement des combats, on a le TikTok, on a le WhatsApp, on a tellement submergé d'informations qu'il y a un devoir sacré pour Tsahal d'être le seul premier information officielle pour pouvoir annoncer aux proches, aux familles que leur cher proche a été victime, que ce soit du combat ou des attaques. À cause de ce devoir sacré, il y a énormément de moyens qui sont mis à la disposition
du Rav Hatzvaï. Que ce soit des moyens de reconnaître, on amène deux témoins qui connaissent la victime en question et qui peuvent être dignes de témoigner. On écoute leur témoignage, on le consigne et on fixe en fonction des règles. Est-ce qu'on peut considérer ce témoignage comme suffisant pour informer? Il y a dans des cas où c'est pas possible, soit parce qu'il n'y a pas de témoin, soit parce que c'est pas possible au niveau pratique, alors on passe par des moyens qui sont des moyens plus scientifiques, que ce soit le Tviat Etzba, oui, le français, L'empreinte digitale. l'empreinte digitale, très juste, qui est reliée à des moyens vraiment extraordinaires qui sont aujourd'hui à la disposition de chaque unité. Et il y a, comme ça a été le cas, et c'est ça qui a traîné si longtemps, pas traîné, c'est pas le mot, qui a demandé énormément de temps, toutes sortes de moyens qui sont au-delà de ces procédés-là. Ça peut être le DNA, l'ADN, ça peut être toutes sortes de vérifications, d'enquêtes, et c'est ce qui a été entrepris pour l'ensemble de toutes ces victimes-là. En ce qui concerne ma mission ici à l'hôpital, c'est que de manière générale, tous les établissements hospitaliers de l'État d'Israël sont tous mobilisés par l'armée. Mais ce qui se passe, c'est que quand il y a une procédure civile, alors c'est la procédure qu'on connaît tous, la hitraïvout de la coupatronie. Un soldat qui est blessé ou qui a besoin d'un petit poule réfoui, la coupatronie, si on peut se permettre de dire ça, c'est l'armée. Et par conséquent, il y a immédiatement une prise en charge, l'ouverture d'une unité de l'armée au sein même de l'établissement. Cette unité est une base militaire. Elle a un commandant, elle a des officiers, elle a des soldats qui fonctionnent véritablement comme une unité au sein même de l'hôpital, mais complètement indépendante. Que ce soit pour le lien avec le soldat lui-même, avec la famille du soldat, et également tout ce qui concerne la prise en responsabilité de l'armée, de l'État, face à ces blessés qu'il a envoyés au combat. L'hôpital où je suis, c'est à Souta, Ashdod. Je suis résident d'Ashdod et c'est la raison pour laquelle j'ai été mobilisé ici. Avait besoin, c'était tout neuf, en fait, tout récent, cette ouverture de cette unité-là, avait besoin d'un rabbin à disponibilité et j'ai été contacté et été mobilisé. Ici, je suis devenu dans l'équipe, c'est à la fois c'est essentiellement en fait des réservistes. Il y a également aussi des soldats de Sadir, de l'armée générale, et il y a une sorte d'influence qui est au-delà de ma mission professionnelle, de mon rôle au niveau de ce que je dois faire. Il y a également une image de rabbin, Bien sûr, du lien. j'imagine que beaucoup vous posent des questions, que beaucoup vous interrogent sur, voilà, quand on perd un être cher, on a l'impression que le monde s'écroule, on cherche du sens à tout ça, et j'imagine que vous devez avoir des conversations existentielles avec de nombreux soldats. Et les soldats, et les familles des soldats. Peut-être une toute petite anecdote. J'ai vraiment pas l'intention de rentrer dans des... Non, mais allez-y, on est là pour ça. On a besoin de comprendre ce que vous vivez aussi. Un des cas qui m'a été soumis, il est arrivé donc, c'est 6 minutes d'hélicoptère entre Gaza et l'hélicoptère ici, le Minchat. Donc, là où l'hélicoptère atterrit, il doit y avoir un nom en français. Et il était porté comme blessé très grave. J'ai été immédiatement appelé. Il était encore sous la table de l'opération et on nous a demandé, à nous les rabbins, de rentrer alors qu'on n'a rien à faire, a priori, sur les cheder nettoirs. Et la façon dont on réagit, je parle de ménatrimes qui sont les chirurgiens qui sont eux-mêmes professeurs, qui ont une expérience très large, les achayot, toutes les infirmières qui sont au cheder trauma de manière générale dans tous les hôpitaux. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être les séries hollywoodiennes, les urgences et tout ça. Ils sont très loin d'être sensibles à une goutte de sang. Mais quand il s'agit
d'une opération pour sauver un combattant. La première fois quand j'étais donc appelé au moment où sa perte a été fixée, on peut être professeur, on peut être 20 ans d'expérience, et c'était un chevers total. Il s'agit d'une Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les d'une professeurs étaient émus aux larmes, tout le monde pleurait, quoi. complètement, Tout le monde complètement pleurait de ne pas avoir pleurer, réussi à le sauver. exactement, exactement. Et quand on a un petit peu après, un petit échange, j'ai quand même demandé, mais c'est pas la première fois que ça peut arriver. Il a dit, jamais on ne peut pas comparer l'intervention qu'on a fait pour sauver la vie d'un combattant, qui était, il y a encore 10 minutes, sous le champ du combat, et cette procédure-là. Il s'agit véritablement, c'est une tension qui est très grande. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il s'agit pour l'armée de créer un univers militaire. C'est-à-dire, c'est dans l'hôpital. Là, je vous parle Hmm. de l'hôpital directement, mais il s'agit véritablement de créer une unité de lien et de responsabilité de l'armée. On prend en charge nos soldats, nos blessés, et pour ce genre de cas, c'est des enfants de ces achayot, de ces professeurs, de ces chirurgiens, et ils se sentent tous chargés d'une mission nationale, tout faire pour sauver la vie de ces combattants. Alors vous parlez de lien, d'unité, évidemment, je suis obligée, puisque vous êtes aussi directeur du Mizrahi France, parler de ce lien avec la communauté française qu'on a vu extrêmement fort, si ce n'est de l'aide qu'ils ont apportée, ou bien des paroles. Enfin, on se sent vraiment faire partie d'un seul et même peuple. C'est extrêmement, Tout à fait, tout à fait. extrêmement réconfortant. Vous avez aussi aidé, je crois, des rabbins qui ont voulu, qui ont voulu participer à cet effort de guerre en venant. Alors d'habitude, la mission du Mizrahi est plutôt à l'inverse, mais là, les choses changent. Je peux me permettre de dire que j'ai été mobilisé de façon double. Là, maintenant, je vous parle d'une mobilisation militaire, et comme je vous ai expliqué dans mes précédents propos. Mais j'étais, il y a 2 semaines encore, mobilisé justement au nom de cette solidarité du peuple juif. J'ai dirigé en fait une délégation de rabbinim qui allait intervenir au nom de cette solidarité. À vrai dire, la traditionnelle délégation de l'Ech Lecha, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est tous les ans, on envoie des rabbinim qui parlent à la communauté juive de France, rabbinim francophones, bien évidemment, vous les connaissez tous. Ils interviennent également sur Kalita pour exprimer le devoir de la première révélation de Dieu à Abraham. L'Ech Lecha, c'est le moment de considérer que tu n'es pas simplement un Français de confession juive, mais tu es membre d'une nation et tu vas devenir une nation. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire depuis déjà des années. Cette année, la délégation de l'Echlecha est devenue en fait, au nom de la situation d'urgence dans laquelle on était, une sorte de massa de solidarité, d'exprimer la solidarité. Le Rav Eli Kling et le Rav David Partouche, moi-même, nous avons essayé malgré tout d'établir cette massoret, cette tradition de se relier avec la communauté juive de France, mais on l'a fait bien évidemment sous cette situation d'urgence de la guerre. Ça, c'était pour, comme vous dites, c'est la mission en général que le Mizrahi organise presque tous les mois, on envoie des rabbinim pour relier. Cette fois-ci, il y a également la volonté de la communauté juive de France d'établir des voyages de soutien. Il s'agit vraiment pour eux, pas seulement d'exprimer leur solidarité, mais également de venir sur place. Et c'est sur cette mission-là également dont je m'occupe présentement. Vous avez certainement entendu qu'il y a déjà eu des délégations du CRIF et de tel et tel organisme, mais là, il s'agit vraiment de communautés juives de France qui se sont mobilisées cette fois-ci, pas seulement pour être à l'écoute, mais pour venir témoigner leur solidarité, mais également voir, comprendre la situation dans laquelle l'État d'Israël se trouve. Le message, c'est important, c'est très important. Le message, même quand on était là-bas, mais encore plus quand on va être ici, c'est un message de dire que ce goral, ce destin du peuple juif, c'est pas seulement des résidents de l'État d'Israël, c'est pas seulement des combattants. Les combattants
font ça au nom de toute la nation juive, au nom de l'ensemble du peuple d'Israël. Il s'agit véritablement d'établir que le moral qui est très haut aux troupes, et on en est témoin dans de nombreux reportages, eh ben, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on leur donne, c'est ce qu'on partage également avec les membres de la communauté juive de France. Il faut comprendre, c'est ce que j'ai dit de façon spécifique, j'étais à Strasbourg, il y a pas si longtemps, 2 semaines si je ne me trompe pas, j'ai dit que on ne peut plus continuer à être des témoins. J'ai dit, ils sont des témoins actifs, ils sont des témoins même activistes, ils sont des témoins solidaires véritablement. Mais il est le moment de comprendre que cette communion de destin arrive le moment où il faut prendre les décisions de passer du statut de témoin au statut d'acteur, Et cet statut-là, cet uniforme, c'est vrai pour ceux qui sont mobilisés, mais c'est vrai également pour la mobilisation civile en Israël. Je n'ai pas besoin de raconter combien elle est présente pour chacun des résidents. Eh bien, je pense sincèrement que cette rouach de là, cet esprit de vaincre et de défendre, il est au nom de l'ensemble du peuple juif, mais c'est également important que les membres de la communauté juive de France comprennent que c'est le moment de passer à l'étape supérieure. C'est le moment de faire ses valises et de venir s'inscrire dans le destin de la nation juive tout entière. Alors on ne peut qu'adhérer à ce que vous êtes en train de nous dire. Merci en tout cas Rav Avraham Drey. Bravo pour votre action, pour le soutien que vous devez apporter aux familles dans ces moments très difficiles que vivent toutes ces familles qui sont touchées dans leur chair par le destin d'Israël tout entier. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup aussi cet encouragement, mais je tiens peut-être, si ça m'est permis, de finir sur une note optimiste. C'est difficile à dire quand on est dans ce genre de conjoncture, mais à vrai dire, c'est des grands panneaux partout en Israël. Les drapeaux d'Israël sont partout. Am Israël Chai, c'est pas un slogan des 12 heures pour Israël quand j'étais encore en France dans ma jeunesse, et Israël vivra. Non, ici c'est une réalité. Vraiment une réalité. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Les combats aujourd'hui, au moment où je vous parle, à Gaza, sont durs, sont très difficiles. Il y a également, en effet, je suis peut-être premier placé pour voir qu'il y a également des blessés, c'est vrai, mais l'esprit, la volonté et la nécessité de vaincre, c'est une réalité également. C'est ça qu'il faut comprendre. Loin, chas v'shalom, de tomber dans un désespoir ou dans toutes sortes de haradot. Au contraire, il s'agit vraiment de comprendre que c'est le moment ayafé shel Medinat Israël, shel Am Israël, ובעזרת השם נעשה, נצליח וננצח. Voilà, on le fera, on gagnera. C'est les mots de Rav Avraham Drey. Évidemment, on garde tous le moral et on est tous derrière l'armée d'Israël. Voilà, évidemment. Merci d'avoir été avec nous, Rav Avraham Drey. Bon courage pour la suite de votre mission. תודה רבה, שלום.